Elisabeth Moreno, bonjour, merci d'être avec nous en direct de votre ministère. Edwige Chevrillon, c'est un plaisir de vous rejoindre pour la conclusion de ce bel événement. Alors, nous allons parler effectivement discrimination, nous avons parlé de mobilité sociale, on a parlé aussi de formation. Moi, ce que j'aimerais savoir avant que vous nous expliquiez qu'est-ce que vous comptez faire, qu'est-ce que vous faites pour lutter contre les discriminations, c'est que vous nous racontiez un peu votre parcours, parce que vous avez un parcours pour le moins atypique. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est un exemple atypique par rapport aux autres membres du gouvernement. Racontez-nous rapidement votre histoire, votre parcours assez incroyable. Bien, très rapidement, alors moi j'ai passé les 30 dernières années de ma vie dans le monde de l'entreprise, en plus dans des secteurs très masculins, puisque j'ai commencé ma carrière en créant une petite entreprise d'une trentaine de personnes dans le bâtiment, dans l'isolation thermique plus précisément, où je recrutais, où je gérais, où j'accompagnais, voilà, je gérais cette entreprise qui était une entreprise familiale. Je crois que c'est la plus belle expérience professionnelle que j'ai eue puisqu'elle m'a appris à travailler, parce que vous savez que quand vous dirigez une petite entreprise, vous êtes à la fois chef d'entreprise, mais vous êtes aussi comptable, vous êtes commercial, vous êtes patron des ressources humaines. Et je pense que c'est vraiment dans cette expérience que j'ai eu la chance non seulement de découvrir les bénéfices de l'entrepreneuriat, et vous vous doutez bien que je ne parle pas des bénéfices chiffrés, c'est vraiment les bénéfices de la découverte du monde de l'entrepreneuriat, des responsabilités, de l'importance des clients, de l'importance des collaborateurs. Et j'ai ensuite, donc j'ai dirigé cette entreprise pendant une petite dizaine d'années avant de rejoindre des grands groupes technologiques, puisque j'ai rejoint France Télécom au moment où il se privatisait. Et puis, à la suite de France Télécom, j'ai eu la chance de travailler dans des grandes multinationales technologiques, puisque j'ai travaillé pour deux grands groupes américains qui sont Dell et Hewlett-Packard. Et ensuite, j'ai travaillé pour Lenovo, qui est une entreprise chinoise qui était leader sur son marché à l'époque. Et puis, au mois de juillet dernier, j'ai eu ce coup de fil totalement improbable de Jean Castex qui me proposait de rejoindre le gouvernement. Et j'ai accepté parce que les sujets qu'il me proposait, que ce soit l'égalité entre les femmes et les hommes, que ce soit la diversité ou l'égalité des chances, sont des sujets que je n'ai pas travaillé théoriquement, mais que j'ai vécu dans ma chair. Donc, j'avais l'opportunité de rendre, et pour moi, c'était une très, très belle aubaine. Vous êtes une des rares ministres, effectivement, qui sait de quoi il parle. Pardon, je fais un petit peu de provocation, mais parce que vous combinez les trois, vous avez combiné les trois. Est-ce que finalement, vous dites lorsqu'on est ministre? Est-ce que vous pourriez répéter votre question, Edwige? Je ne l'ai pas entendue, il y a eu une coupure. Je disais, est-ce que vous trouvez qu'il est plus facile de lutter contre les discriminations lorsqu'on est ministre ou lorsqu'on est chef d'entreprise? Je pense que lorsque l'on est chef d'entreprise, on est seul maître à bord. Bon, bien sûr, il y a parfois les actionnaires, mais quand vous êtes chef d'entreprise, vous donnez le ton, vous définissez les valeurs, vous définissez les priorités, vous faites en sorte finalement que les valeurs de votre entreprise soient celles que vous pourrez décider. Et finalement, la lutte contre les discriminations, c'est une question de valeurs. Quand vous parlez d'égalité, quand vous parlez de diversité, quand vous parlez d'inclusion, ce sont des choix personnels que vous allez faire. Et je vous avoue que je n'ai jamais rencontré un chef d'entreprise qui ne me dise pas que la diversité et l'inclusion sont importants pour lui, parce que c'est d'abord, au-delà de la question de performance économique, c'est une question d'attraction des talents, c'est une question de responsabilité sociétale. Oui. Et donc, je dirais que globalement, quand vous êtes chef d'entreprise, ça va plus vite parce que vous décidez. Et généralement, les ressources humaines, les managers, tout le monde suit. Lorsque vous êtes dans un gouvernement, il y a multitude, ou je dirais pléthore de priorités, et vous devez vous battre, parce que vous savez que la lutte contre les discriminations, c'est un sujet éminemment interministériel, et il faut convaincre tout le monde que ce sujet est essentiel et prioritaire. Heureusement que le président de la République a décidé que c'était le cas.
Oui, mais c'est pas une raison. Enfin, on sait que c'est quand même très compliqué de faire bouger les choses, surtout en France. Lutter contre la discrimination sociale, il y a 30%, cette discrimination, elle est très forte au sein de l'entreprise. Que Vous savez, pouvez-vous faire? écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, je suis choquée qu'un rapport de l'OCDE de 2018 Oui. mentionnait qu'il faut 5 générations en moyenne dans les pays de l'OCDE pour que les enfants des familles modestes parviennent à se hisser au niveau du revenu moyen. Oui, on Cinq en a parlé. générations. Quand vous êtes parent aujourd'hui, qu'est-ce qui vous donne confiance dans l'avenir? C'est de vous dire que vos enfants auront un meilleur avenir que vous. Mais si vous ne pouvez même pas leur donner cette perspective, c'est terrible. Et c'est aussi la raison pour laquelle le président de la République a décidé de faire de l'égalité des chances le fil conducteur de la fin de ce quinquennat, parce qu'on sait qu'à la sortie de cette crise, eh bien, les personnes exposés, les plus vulnérables, vont encore une fois être les plus touchés. Oui, ça c'est sûr et vous avez raison. La question toujours, c'est si on rentre dans le dur, c'est qu'on fait quoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, vous lancez un index de la diversité à l'automne, c'est bien d'avoir des références. En même temps, il y a un moment, il faut être dans le concret. Et souvent, les politiques, pardonnez-moi, sont peut-être pas suffisamment dans le concret. Alors moi, je peux vous dire que j'ai les pieds bien ancrés dans le concret. Il y a plusieurs choses. D'abord, il faut commencer par l'éducation. Parce que si vous ne formez pas correctement les jeunes, si vous ne leur donnez pas les codes, si vous ne leur ouvrez pas les réseaux, si vous ne leur donnez pas les moyens de rentrer dans ce monde de l'entreprise qui est un monde à lui tout seul, on ne peut pas y arriver. Donc l'éducation et la formation, le mentorat, l'accompagnement, tout ça pour moi, c'est la base. Ensuite, il faut que les chefs d'entreprise, les dirigeants décident que c'est un sujet. Parce que moi, je vous disais, j'ai travaillé dans des grands groupes et c'est assez inquiétant de voir combien on a tendance à répliquer les habitudes. C'est-à-dire qu'on va s'adresser au même cabinet de chasseurs de tête, on va aller recruter dans les mêmes écoles, on n'ose pas prendre de risques parce qu'il faut aller vite, parce qu'on se sent rassuré par des profils qui viennent de certaines écoles plus que d'autres. Ouais. Pour autant, est-ce que ça veut dire que les personnes qui n'ont pas fait les grandes écoles comme l'ESSEC ou comme l'INSEAD ou comme HEC n'ont pas de motivation, n'ont pas de talent, n'ont pas de savoir-faire? J'ai vu des études qui montraient que les entreprises qui étaient créées par les personnes issues des milieux défavorisés fonctionnaient souvent bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une question de résilience, il y a une question d'innovation, de créativité qui fait que quand le projet est lancé, on se débrouille pour le faire fonctionner. Eh bien, c'est la même chose. Il faut que les gens soient éduqués et qu'ils aient les codes, mais il faut également que l'on s'assure que les chefs d'entreprise encouragent leurs collaborateurs et les ressources humaines à recruter différemment et que les managers donnent la chance à ces personnes issues de la diversité. Elisabeth Moreno, vous avez la principale discrimination, elle est surtout pour les femmes. Oui. Et vous lancez, enfin en tous les cas, on sait qu'il y a un rapport qui a été fourni, mais on attend maintenant votre proposition de loi pour, après la loi Copé-Zimmermann, mettre un certain nombre de pourcentages. Alors c'est 30, 40 dans les COMEX et dans les CODIR. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous en dire un petit peu plus, parce que les estimations restent un peu floues. C'est pour quand, quel timing? À mon avis, il y a beaucoup de chefs d'entreprise en face de vous qui seront ravis d'entendre votre réponse et en même temps qui font part d'une certaine inquiétude en disant mais le vivier, il n'est pas suffisant. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, d'abord, je veux commencer par remercier ceux et celles d'entre eux qui ont décidé de se saisir de cette question parce que c'est lent, on est en 2021, qu'il n'y ait qu'une seule femme DG d'un grand groupe du CAC 40, c'est incompréhensible quand on sait que les femmes dans notre pays sont parfaitement formées, capables, ambitieuses. Ensuite, je veux leur dire qu'ils n'ont pas d'inquiétude à se faire parce que ce qui est important, c'est d'aller chercher les femmes qui sont talentueuses, qui sont compétentes. Il ne s'agit pas de mettre à mal, comme je l'ai parfois entendu dire, la compétence en faveur du genre. C'est pas du tout ça la question. Ensuite, je voudrais leur dire qu'ils ont 10 ans devant eux. 10 ans. D'accord. Alors 10 ans, pourquoi? Pour 30, 40%? En fait, donc, ils ont déjà 3 ans pour passer à 30%.
Mais beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont déjà à 30%. Ce qu'il faut, c'est motiver celles qui n'ont pas commencé et celles qui pensent que ça n'est pas un sujet, que c'est juste inégalité sociale, de s'en saisir. Ensuite, il y a 8 ans pour arriver à 40%. 8 ans pour arriver à 40% de femmes dans les COMEX et les CODIR. Ça n'est pas insurmontable parce qu'on sait tous que les organisations, c'est quelque chose de vivant, que les gens viennent, vont, et l'idée, ça n'est pas, comme je l'ai parfois entendu, de licencier quelqu'un, licencier un homme pour recruter une femme, ce serait totalement aberrant, mais c'est que lorsqu'un homme part en congé sabbatique ou en retraite ou qu'il change d'entreprise, eh bien qu'on étudie une candidature féminine. Il y a eu 6 patrons nommés dans les COMEX depuis le mois de janvier, 0 femme. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de candidature femme acceptable? Bien sûr que non. Mais on est embarqué dans nos préjugés, dans nos biais et dans les stéréotypes. Et si on parle de méritocratie dans notre pays, eh bien, il faut donner la possibilité aux femmes de prouver qu'elles sont aussi méritantes que les hommes. Et aujourd'hui, elles sont encore trop confrontées au plafond de verre. Mais je ne veux pas m'arrêter là parce qu'on parle beaucoup de cette question de quotas, mais on ne parle pas des viviers. On n'a pas aujourd'hui suffisamment de femmes dans les sciences, dans l'ingénierie, dans les technologies, dans les mathématiques. Or, on sait qu'un job sur 3 qui sera créé dans les 5 prochaines années aura une composante numérique. Si on ne forme pas les femmes à rentrer dans ces secteurs qui sont trustés par les hommes aujourd'hui, 1, les femmes vont passer à côté de toutes ces opportunités. 2, les entreprises n'auront pas les talents suffisants et nécessaires pour faire face à la crise, pour relancer l'économie. Donc voilà pourquoi c'est important. D'accord. Eh bien, ça, au moins, c'est dit. Juste la date de cette loi, la mise en application, ça sera quand exactement? Elle a été votée à l'Assemblée nationale. Elle passe au Sénat, j'espère, à la fin vers le mois de septembre-octobre. Et puis, j'espère qu'elle sera votée avant la fin de ce quinquennat. D'accord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Elisabeth Moreno, avec donc ce parcours si impressionnant. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, Elisabeth Moreno, donc ministre déléguée en charge de l'égalité des femmes et des hommes. Elle est ministre aussi de la diversité et de l'égalité des chances. Elle a été nommée il y a tout juste un an. Elle fait des choses et on verra si cette loi arrive à son terme et quels seront les décrets d'application. Comme l'a dit en introduction Geoffroy Aude-Bézieux, le président du MEDEF, il y a beaucoup de choses encore à préciser. Merci à tous d'avoir été si nombreux de nous avoir suivis sur cette REF consacrée à la mobilité sociale. Évidemment, on n'a pas répondu à toutes les questions, mais je pense qu'on a bien identifié les blocages. Là où il y avait des pistes de solutions, on a eu des expériences qui ont été dites par le patron de la Fédération de la distribution, par Sophie Boissard de Corian ou encore par la DRH d'Amazon. Dans tous les cas, merci beaucoup. J'espère que vous avez trouvé quelques solutions pour répondre à cette lutte contre le déterminisme social. Et nous, on se retrouvera pour la grande rêve. Cette fois-ci, ça sera en présentiel, rêve du MEDEF. Ça sera à Longchamp, évidemment, 24, 25, 26 août. D'ici là, très bonne journée.